Je ne vais pas refaire la présentation synthétique qu'a faite Marco, donc je voudrais limiter mes remarques à quelques remarques plutôt méthodologiques, mais qui sont pourtant saillantes dans toute l'analyse économique et d'impact clé. Les trois remarques méthodologiques sur lesquelles je me focaliserai, c'est bien sur la manière de calculer le coût de production d'hydrogène à partir d'électrolyse. Le deuxième, c'est la question du contenu CO2. Et puis la troisième, c'est la question de coût de financement sur lequel Marco vient, de tout l'ensemble, sur lequel Marco vient bien insister. Donc l'hydrogène, c'est comme l'électricité, c'est un vecteur énergétique. Donc il y a diversité de façons de le produire, diversité des usages. Il peut y avoir des éloignements possibles entre lieux de production et lieux de consommation. Donc il faut des réseaux. Et puis, ce n'est pas forcément synchronique entre production et consommation, donc il faut aussi des moyens de stockage. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. L'analyse économique doit être à la fois compliquée et, comme l'a aussi souligné Marco, affectée de plein d'incertitudes dans la mesure où il y a beaucoup de technologies qui ne sont pas encore totalement matures. Donc il est important d'être bien structuré en termes de méthode, à la fois d'analyse microéconomique précise et ensuite d'articuler une analyse systémique d'ensemble qui assure la cohérence d'ensemble. Ensuite, le problème doit bien être d'abord s'intéresser, puisque là on fait une approche un peu normative sur l'avenir de l'hydrogène, donc une analyse socio-économique que les économistes vont qualifier d'analyse de premier rang, de first best, et seulement, dans un second temps, s'intéresser aux règles du jeu qui peuvent favoriser une mise en œuvre efficace de la politique préconisée. Ce que j'appelle les règles du jeu, c'est entre autres les questions de tarification explicite du carbone, les engagements contractuels de long terme qui permettent notamment de baisser le coût de financement des projets, et enfin la juste évaluation d'éventuelles subventions publiques. Et donc je trouve que le rapport sur toutes ces exigences répond vraiment très bien à cette structure. C'est bien une analyse socio-économique, à la fois précise et systémique, qui permet de structurer certaines discussions qui restent ouvertes compte tenu des discussions, au vu des incertitudes, et l'approche, Marco l'a redit en entrée, qui est aussi neutre, qui commence par être neutre technologiquement. Donc on n'exclut pas d'emblée, pour des raisons de préférence ou de goût, telle ou telle technologie. Voilà. Donc les trois remarques que je voudrais faire, d'abord, c'est concernant le calcul du coût de production de l'hydrogène par électrolyse. Donc les études économiques qui font ce calcul cherchent à calculer à la fois un coût total qui soit décarboné et au moindre coût. Donc je reviendrai dans un second temps sur la décarbonation. Et donc le coût complet, juste cette partie-là, c'est le coût, la somme du coût d'électricité consommée et du coût de l'électrolyseur et de tout ce qui va autour. Donc la durée d'usage de l'électrolyseur est clé pour réduire le poids de l'électrolyseur en tant que coût fixe dans le coût de l'hydrogène. En passant d'un fonctionnement de 600 heures par an à un fonctionnement de 6000 heures, 10 fois plus, le coût de l'électrolyseur ramené au coût de production de l'hydrogène est divisé par 10. A contrario, il est plus facile de trouver d'électricité bon marché 600 heures par an que plutôt 6000 heures par an. Donc l'électricité, je vais aller les chercher aux heures creuses, là où on peut disposer d'excédents, notamment de renouvelables ou de nucléaire, à des coûts variables ou des faibles ou nuls. Et aussi au moment où le réseau n'est pas tendu, donc où le coût d'usage du réseau de transport peut être moins cher au point de vue économique. Vous noterez dans mon exemple stylisé que j'ai pris 6000 heures. Je n'ai pas pris 24 fois 365, c'est-à-dire 8760 heures. Il me reste la différence, les 1760 heures où je vais essayer de ne pas faire fonctionner mon électrolyseur ou l'électrolyseur, où au moment l'électricité coûte le plus cher. Donc ça me permettrait peut-être d'avoir de l'électricité 6000 heures par an à un coût inférieur à un coût complet d'un moyen de production en base. Et voilà. Donc il me semble que Marco présente bien ces arbitrages avec finesse, sans équation, tout en évitant le piège des métaphores trop simplistes et fausses d'un équipement de production d'électricité qui serait exclusivement dédié à un électrolyseur. Toute l'histoire du système électrique montre que là où on a
un besoin d'électricité suffisamment dense et élevé, incluant des usages industriels et l'urbanisation, on a économiquement intérêt à combiner ensemble via un réseau production et usage. Voilà. Alors évidemment, le modèle d'électricité off-grid des zones rurales dans les pays en développement n'est souvent qu'un modèle transitoire en vue d'un accès ensuite raccordé à un système. Vis-à-vis des coûts de réseau, le raisonnement du rapport s'attache également à un raisonnement de nature économique qui évite d'utiliser d'emblée, ce que j'ai trop vu dans d'autres études, des mécanismes de réglementation des réseaux, comme par exemple le TURP en France, et dont la construction n'obéit pas qu'à des considérations socio-économiques. Donc ça, il faut le faire, mais dans un second temps. Et puis ensuite, le rapport articule bien un raisonnement entre électricité accessible à moindre coût en heures creuses et volume disponible limité pour ces heures creuses. Il illustre bien le fait qu'on ne peut pas mettre tous les usages existants et les nouveaux usages comme l'hydrogène ou la recharge des batteries en heures creuses. Parce que sinon, les heures creuses ne sont plus des heures creuses, ça deviennent des heures pleines, des heures de pointe qui coûtent plus cher. Voilà, et puis, donc le rapport donne bien un exemple de calcul de volume disponible, par exemple pour la France, à partir du nucléaire existant. Il élabore aussi un raisonnement pour les excédents potentiels futurs de renouvelables intermittentes, en mentionnant bien les contraintes techniques que des excédents en yo-yo dans le temps exerceraient sur l'électrolyseur. Il y a là un point technique qui est bien vu dans le rapport, mais qui demanderait effectivement à des développements et des analyses techniques un peu plus poussées. Mon deuxième sujet, c'est bien le contenu CO2 de l'hydrogène. Je ne vais pas tellement avoir besoin de critiquer ici les couleurs de l'hydrogène, parce que je pense que l'ensemble des intervenants précédents l'ont fait à juste titre. Le rapport note qu'il est difficile d'identifier le contenu carboné de l'électricité utilisée pour l'électrolyse. Je dirais oui et non. Oui, c'est difficile parce qu'aucun électron qui arrive chez le consommateur n'a d'origine de production identifiable. Je dirais non, ce n'est pas difficile d'identifier si on fait un bon raisonnement économique à la Marcel Boiteux, correctement basé sur les coûts de long terme de la fourniture d'électricité et un développement supposé économique aussi du mix électrique. Il s'agit bien là de la question du contenu en CO2 des usages de l'électricité, question ancienne que j'avais déjà eu le plaisir de travailler avec Jean Eudes à la fin des années 90, au moment où le gouvernement Jospin avait commencé à vouloir mettre une composante carbone dans la TGAP, la taxation générale des activités polluantes. Mais c'est une question d'actualité. Si vous regardez le nombre d'articles dans la revue de l'énergie depuis 2 ans consacrés à ce sujet, voilà, le sujet est tout à fait d'actualité. Donc sans refaire par contre l'histoire des arguments comptables ou pseudo-économiques qui sont parfois confus, je mentionne seulement ici de façon positive une note de l'ADEME publiée en août 2020, récente, qui me semble relativement en phase avec une analyse économique de long terme. Voilà, donc en tout cas pour la France. Voilà, et donc en tout cas tout ça, ce sont des raisonnements économiques, plus économiques et souhaitables au plan environnemental que celui qui consiste à colorier l'hydrogène. Voilà. Alors, et j'ajoute aussi qu'une démarche similaire sera nécessaire pour évaluer le contenu CO2 des réseaux de gaz qui demain vont mélanger à la fois de l'hydrogène, du méthane d'origine fossile, du méthane d'origine biogénique ou du méthane de synthèse. Voilà. Donc là aussi, il faudra faire une analyse économique et pas une analyse volumétrique. Et mon dernier point, c'est le coût du financement, le coût du capital, les règles du jeu. Donc je constate, c'est clair, que la transition énergétique, elle est caractérisée par le développement de technologies qui sont encore plus capitalistiques qu'auparavant, tant côté offre des moyens que même côté demande. Ce que je mets côté demande, c'est faire de la rénovation énergétique, c'est installer des pompes à chaleur plus capitalistiques que des chaudières à gaz, etc. Ou des piles à combustible, voilà. Donc le coût d'accès au capital ou de financement est donc un paramètre encore plus décisif qu'auparavant. Et la dernière partie de l'exposé de Marco a bien insisté là-dessus. Et dans ce cas, le rapport de Marco a fait le choix judicieux d'usage par défaut d'un taux d'actualisation unique pour l'ensemble des éléments de la chaîne hydrogène.
Ce choix me paraît le plus judicieux et le plus robuste en termes socio-économiques, c'est-à-dire conforme à la théorie économique associée à des politiques de premier rang, de first best, et en admettant en toute rigueur avec les économistes qu'on a bien fait le travail en amont d'évaluation des distinctions éventuelles des taux selon les technologies. De fait, des travaux existent, notamment à France Stratégie, mais pour le moment, je ne vois pas sortir de distinction qui dirait que le taux d'actualisation devrait être différent suivant tel ou tel moyen de production d'électricité ou tel moyen de production d'hydrogène. Évidemment, c'est à évaluer précisément. Et ensuite, ce choix me paraît nécessaire pour mieux structurer dans un second temps les discussions sur les instruments de politique publique associés appropriés à la transition vers l'hydrogène et qui auront une influence décisive sur la minimisation du coût de financement des projets ou de leur WACC, Weighted Average Cost of Capital. Le rapport montre bien cet impact en citant une analyse de l'Agence internationale de l'énergie, c'est le World Energy Outlook de 2020, il me semble, qui montre que les coûts différenciés du financement du solaire photovoltaïque, selon que celui-ci est développé via des contrats de long terme, avec des Power Purchase Agreements, versus développé avec des modèles de merchant plant. Avec des modèles de merchant plant, le coût des capitales augmente de manière significative, je crois qu'il double quasiment. Donc voilà, il faut avoir des politiques publiques efficaces pour diminuer, pour optimiser, je dirais, ce coût du financement. Et à contrario, et c'est un peu paradoxal, c'est que l'AIE, je trouve que l'AIE, de mon point de vue, ne tire pas les conséquences de cette analyse lorsqu'elle prend dans des scénarios qui sont normatifs. Je pense son scénario net zéro émission en 2050 ou les scénarios même SDS, qui arrive quand même à un objectif en dessous de 2 degrés. Elle ne tire pas les conséquences parce qu'elle utilise des WACC différenciés et paradoxalement plus élevés d'une part dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, alors qu'a priori on peut espérer que la croissance devrait être plus élevée dans les pays en développement et donc mécaniquement un WACC plus élevé. Et de même, elle prend des WACC plus élevés, paradoxalement, dans les technologies de production d'électricité qui sont pilotables, un WACC plus élevé que dans les ENR intermittentes. Voilà, donc ceci m'amène à me dire c'est bien un sujet et que l'étude pourrait, un des prolongements de l'étude, c'est de prolonger cette analyse par le bon market design. Dans l'électricité, évidemment, c'est une des questions clés, mais il faudra aussi la poser pour l'hydrogène, le bon market design et les bonnes politiques publiques visant à mettre en œuvre les politiques à moindre coût.